c'est un peu surcoté. Soyons un petit peu honnêtes, hein. Moi j'en ai marre d'entendre, alors que je consomme même pas de VF, les mêmes voix partout. Parfois c'est ok de pas comprendre, c'est un peu pénible quoi. On s'ennuie un peu. Si on prend l'exemple de Polanski, moi je pense qu'il faut pas soutenir ses films, mais il a quand même une filmographie incroyable. C'est peut-être l'un des pires de la saga, c'est une catastrophe. Captain America Brave New World, c'était pas bien, complètement oubliable. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est du Tarantino du pauvre, malheureusement, nul et sans originalité. C'est ce qu'on fait de pire en termes de thriller. Fatalement, c'est Y a-t-il un flic en version pas bien du tout. Même Greg le gorilla, là, il a pas l'arrêt. Greg le gorilla. Salut Régé les gorillas, on te connaît pour tes avis très tranchés sur les films, mais nous, on a voulu te demander, c'est quoi tes films préférés? Alors, pour parler un peu de mes films de cœur, moi je dis souvent que celui-ci c'est mon film préféré. Il faut avoir un film préféré, un peu. Les gens te posent tellement tout le temps la question qu'il en faut un. Évidemment, comme beaucoup de personnes, ça peut changer, ça peut évoluer. C'est l'histoire on va dire, je dirais un prof de musique, mais c'est pas exactement ça, qui fait une sorte de concours à travers la Pologne pour trouver une chanteuse, et ils vont tomber amoureux, sauf qu'il y a cette confrontation forcément politique entre la Pologne, le côté parisien de la bohème, et en même temps eux qui essaient de vivre quelque chose qui est tout simplement, oui, impossible. Donc c'est une histoire d'amour qui est vraiment à la fois dure, qui est belle, et qui est à la fois entre l'éphémère et l'éternel, chose que j'aime beaucoup. Donc à chaque fois je dis c'est mon film préféré. Oui, encore une fois, film polonais noir et blanc, mais encore une fois c'est aussi 1h20, donc ça se regarde très très bien. La musique est géniale, l'ambiance qu'il a créée, j'adore ce film. J'ai beaucoup cette année parlé de Laurence d'Arabie, car je préparais une grosse vidéo où j'étais allé en Jordanie pour trouver un peu le lieu de tournage de ces films. Et Laurence d'Arabie, bon, c'est connu pour la Jordanie, le désert de Wadi Rum, et j'en ai beaucoup parlé parce que c'est l'œuvre épique par excellence. Je sais pas qui a réussi à faire des choses aussi incroyables que David Lean sur ce film. J'ai toujours été attiré un peu par la désolation, ces endroits où personne ne devrait vivre, comme le désert où il y a rien et pourtant il y a des peuples entiers qui font leur vie là-bas. Le côté un peu faux prophète que j'adore dans les œuvres, ce truc un peu contre le système en place, la rébellion, mais aussi les dangers à la fois et du populisme et de ce culte de la personnalité. Mais c'est aussi une forte histoire d'amitié entre deux hommes, et ça c'est hyper intéressant parce que ça va très très loin par rapport à ça, c'est touchant, et bon, c'est le film, voilà, grandiose, encore une fois par excellence, et ça j'aime beaucoup. Et il y a un autre film de cœur, c'est peut-être celui qui m'a fait comprendre que le cinéma c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui m'intéresse, c'est le Cronenberg History of Violence. J'avais vu très jeune son film Spider, parce que moi j'adorais Spider-Man, ça n'a rien à voir. Donc honnêtement c'est difficile à conseiller de regarder Spider si vous avez, j'avais 7 ans quand il est sorti je crois, Spider ou un truc comme ça. Mais quelques années après j'ai découvert celui-ci, c'est la phase un peu plus psychologique de Cronenberg, adapté d'une BD. Pareil c'est très court aussi, je crois que c'est 1h40, quelque chose comme ça, et c'est super fort et j'adore. Et Viggo Mortensen, j'aime beaucoup ses choix de films. Bon, il avait fait évidemment Le Seigneur des Anneaux qui l'a rendu hyper populaire, mais il choisit toujours des films intéressants. En tant que réal, je trouve vraiment pas mal aussi, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a d'autres films comme ça que tu as découvert un peu trop jeune. Enfin, quand est-ce que tu as vraiment commencé à regarder des films et à vraiment apprécier le cinéma en tant que tel? Je dirais que c'est à partir de ce film-là, entre guillemets, mais aux alentours de 2010. Moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2010, 2012 sur le cinéma, donc à partir de mes 13-15 ans. C'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment connu l'univers Vidéo Club, parce que je suis en 97, donc je suis pas du tout de la génération Vidéo Club, et en même temps, j'ai grandi sur Internet, là où les films sont gratuits, mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que quand on n'est pas dans une famille qui a un aspect pour la culture, pour l'art de manière générale, le seul endroit pour ma génération, c'est Internet. Et c'est avec Internet que moi j'ai découvert des films, et c'est à partir de 2010, je dirais, quand j'avais 12-13 ans, que je me suis vraiment de plus en plus intéressé au cinéma. Après, j'allais de temps en temps voir en salle, j'avais vu les Star Wars à l'époque quand j'étais jeune, la prélogie, des choses comme ça, j'allais voir les films de super-héros quand t'as 8-9 ans, des choses comme ça. Mais je pense que voilà, à partir de ce moment-là, je pense que j'ai dû le voir en 2008, celui-ci, et j'ai commencé à me dire, le cinéma c'est peut-être quelque chose, et j'ai essayé de voir de plus en plus de films au fur et à mesure. Et oui, pareil, on essaie d'en voir au moins un tous les jours, surtout maintenant que c'est mon métier à plein temps d'être créateur de contenu par rapport au cinéma. Mais du coup, en moyenne, tu vois combien de films par an? Là, j'essaie de faire 300 films par an, minimum. Là, je pense que je vais dépasser un petit peu, mais c'est nouveau, c'est vraiment... j'ai un privilège. Maintenant, mon travail, c'est de parler de cinéma, même si j'ai pas toujours le temps, j'essaie d'en regarder au moins un par jour. Peu importe lequel c'est, j'essaie de le caler. Après, je m'oblige pas, hein, mais j'essaie d'en regarder 300 par an, c'est un peu l'objectif, quoi. Ouais,
J'allais te demander si tu te mets une pression un peu particulière, enfin, parce qu'il y a un peu ce genre de compétition aussi de voir le plus de films possible. Est-ce que c'est En fait, autant un équilibre pour ta culture ou pour essayer de voir le plus de films possible? pour moi, il y a deux choses. C'est-à-dire que sur YouTube, je fais vraiment l'actu cinéma, donc c'est les films qui sortent chaque semaine. Donc c'est un mélange de, il faut regarder l'actualité pour le travail, il faut regarder des vieux films pour le travail aussi. Et parfois, tu as envie de regarder des vieux films pour toi, mais c'est difficile à caser. Genre par exemple David Lean. Il y a beaucoup de films que j'adore. J'ai ici, je voulais conseiller à la base Requiem pour un massacre. Mais ici, il y a L'Ascension de Larissa Shepitko. En gros, elle était mariée à du coup Klimov, qui a fait Requiem pour un massacre, qui est l'un des films de guerre les plus connus de tous les temps. Mais juste avant, elle a réalisé L'Ascension, qui raconte l'histoire de deux soldats, je crois qu'ils sont biélorusses techniquement, qui doivent naviguer la mère patrie, il l'appelle comme ça, tout en évitant les soldats allemands, tout en parlant un peu aux nombreuses personnes des villages du coin. Et il y a une lutte morale, encore une fois, entre ces deux soldats-là qui n'ont pas les mêmes ambitions. Et c'est un super film parce que il y a des plans sur un acteur qui sont tellement incroyables et tellement marquants sur son regard, sur ce qu'il vit, la fin exceptionnelle. Pareil, c'est cliché, hein, un film biélorusse de 70, noir et blanc, mais c'est 1h45, 48, un truc comme ça. C'est très court et c'est très beau. Et du coup, Shepitko, il est décédé juste après la sortie du film en 79, je crois qu'accident de voiture. Et c'est Klimov qui a repris un film qu'il n'avait pas fini, qui a sorti Requiem pour un massacre, qui est incroyable aussi. Mais c'est des films de guerre qui sont splendides, qu'il faut regarder, qui sont dingues. Il y a plein de choses, j'essaie de vous montrer plein de choses différentes, mais en gros, en termes d'animation, c'est peut-être pas mon préféré du studio, mais en gros, ils ont fait La Passion Van Gogh. C'est l'histoire d'un fils de postier qui enquête sur ce qui se passait avec Van Gogh. So, what brings you to Auvert? Donc c'est en rotoscopie, c'est-à-dire qu'ils ont fait jouer les acteurs pour de vrai les scènes, des acteurs britanniques pour le coup, et ils ont repeint par-dessus les scènes dans le style de Van Gogh à ces différentes époques de sa vie, en fonction des flashbacks et des histoires qu'il raconte par rapport à lui. Ça crée un truc assez fort. J'espère que l'IA va pas enlever l'émerveillement qu'on a, parce qu'ils ont fait des centaines de milliers de tableaux à la main pour ce genre de film, et maintenant quand tu peux taper dans le style de Van Gogh dans une IA, et j'espère que la future génération va quand même adorer le travail manuel et l'artisanat derrière ce genre de film. Et c'est pour ça que je voulais parler du studio Laika aussi. Laika, c'est Coraline, par exemple. Ils ont fait Box Troll, ils ont fait Monsieur Link, ils sortent un nouveau film l'année prochaine. Mais moi, mon préféré de Laika, c'est Kubo. Attention, pas de singerie avec moi. As-tu déjà vu ces armoiries? Évidemment. C'est un miracle. J'ai retrouvé le fils de mon maître. Ta quête est désormais ma quête. On ne sait absolument rien de toi. C'est peut-être pas objectivement le meilleur, mais j'adore l'aventure familiale entre les personnages, et c'est de la stop motion. Donc encore une fois, c'est l'artisanat de faire de l'animation à la main, qui est absolument magnifique. À la fois une odyssée, c'est un film sur la famille, c'est fantastique, c'est beau. J'adore ce genre d'œuvre aussi. Tu regardes beaucoup de films d'animation? J'essaie de, peu importe en fait. Je regarde de tout. J'ai des lacunes, hein, clairement. J'ai trop envie de me mettre dans le cinéma indien. En commençant, je sais que leurs blockbusters sont hyper généreux et j'en ai pas vu assez, mais comme beaucoup de personnes, il y avait le déclic avec RRR qui était sorti il y a quelques années. Ils ont ressorti Bahubali en salle du même réalisateur. Et il y a le Blu-ray là de 5 heures des deux films. Faut que je m'y mette. Il y a plein de cinémas comme ça, faut que je m'y mette. Mais peu importe, que ce soit des comédies musicales, des films d'horreur, j'essaie de tout regarder. Mais encore une fois, voilà, le temps est limité, donc on fait ce qu'on peut. La Soif du Mal, ça je l'ai revu en salle cette année, je crois en octobre, il était ressorti. I'm no cop now, I'm a husband. What did you do with her? You're really with me on this. We have still to get some proof. Hank was a great detective, all right. And a lousy cop. C'est pour ça, allez voir des films en salle. Je vous jure, ça change la vie, c'est incroyable, parce que vous n'êtes pas déconcentré par votre téléphone, votre famille, votre copain, copine. En fait, vous êtes en salle, vous, avec l'œuvre ou vos amis, peu importe, mais c'est une interaction presque spirituelle entre vous dans la salle et l'écran et l'œuvre de manière générale. Et revoir ça en salle, j'ai encore plus aimé que la première fois. Enfin, il y a un plan séquence au début de ce film qui est exceptionnel, quoi. Enfin, il met à l'amende des films qui sortent aujourd'hui sans problème. C'est pour ça que les gens me disent souvent, j'ai du mal avec les vieux films, mais ça, il serait sorti aujourd'hui, on ne verrait pas la diff, quoi. Est-ce que tu sens que depuis que tu as commencé à vraiment regarder des films, ton prisme il a changé sur certains films, ou même sur ta manière de voir les films, ta manière de les appréhender? Ah bah sinon ça serait triste. Si on n'évoluait pas, si on changeait pas, si on changeait pas nos goûts aussi, il y a des films que j'aimais bien, que j'aime moins. Parfois je regarde des vieux films que j'aimais, je les aime beaucoup moins, et l'inverse, c'est des films auxquels j'ai jamais accroché, je leur redonne une chance et j'adore, parce que entre moi qui avais 15 ans quand je commençais à faire des vidéos dans ma chambre, là j'en ai 28,
bon, forcément, mes goûts vont évoluer, et j'espère que dans 15 ans, mes goûts vont encore évoluer. Peut-être je vais revoir des films, je vais me dire, ça, peut-être c'est nul dans 15 ans, j'en sais rien. Mais il faut, et j'espère, et je pense que c'est important de changer, d'évoluer, parce que, la cinéphilie, ça se cultive, on apprend, et c'est important. Et si on change pas, c'est un peu pénible, quoi. On s'ennuie un peu, aussi. Alors là, on est coin comédie, ça... c'est un peu surcoté, soyons un petit peu honnêtes. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Parce que j'avais aussi pensé à Bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal, donc... Ça va être bien. Ça va aller très bien même. C'est très sympa, moi j'aime bien, mais moi j'ai du mal avec les comédies de manière générale, et je me suis rendu compte, et c'est un peu triste, parce qu'en fait, le genre de la comédie, il devrait pas être moins apprécié que les drames. Et moi, je réagis souvent à des top 10 de gens sur Internet, et c'est toujours la même chose. Il n'y a aucune comédie à aucun moment. Et l'objectif, ça serait quand même de remettre un peu des bonnes comédies au goût du jour. Sauf que moi, je les aime pas trop non plus, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ça, j'adore. Ça, c'est ma comédie préférée, entre guillemets, de Big Lebowski. Mais c'est pas vraiment une comédie au final, c'est une sorte de comédie noire dramatique. Et c'est souvent des drames qui sont drôles plutôt que des comédies qui sont fondamentalement ou dramatiques ou bien. C'est un peu différent pour moi. Donc c'est dur parce qu'à chaque fois que je conseille des comédies, à la fin tu risques de pleurer, quoi. Et c'est pas normal. Je devrais aussi réussir à conseiller des comédies. Et même sur Letterboxd, je les note beaucoup moins bien que des films dramatiques, alors que le genre de la comédie, ça devrait être un truc sur lequel je dois évoluer, typiquement. Et je dois en conseiller plein de ça, par exemple, ça me fait rien du tout, quoi. J'aime bien, hein, mais ça me fait rien du tout. Et je comprends pourquoi les gens adorent et tout, mais ça me fait rien du tout, quoi. Même Mission Cléopâtre, hein, je l'ai revu il y a 2 ans, et c'est très bien. Mais bon, franchement, il est un peu long et un peu répétitif, mais c'est cool, hein. Mais voilà, ouais, les comédies, j'ai un peu du mal. Et j'espère un jour évoluer par rapport à ça. Mais est-ce que tu penses que tu as un biais, du coup, que tu regardes peut-être les comédies d'un peu au-dessus, enfin... Non, en fait, je sais pas, parce qu'il y a des choses que j'aime bien, même là. Je me suis rematé les Naked Gun, Y a-t-il un flic? Et je trouve ça trop bien. Et j'ai mis 3 sur Letterboxd, par exemple. C'est ce genre de truc, parce qu'à chaque fois, je dis c'est trop bien, c'est trop cool. Les gens, ils voient ma note et ils se posent des questions. Mais attends, mais t'as dit que c'est trop bien? Ouais, pour une comédie, c'est trop bien. Mais je sais pas, il y a peut-être une sorte de mépris intériorisé par rapport aux comédies. Et j'adore Fargo, par exemple. C'est très drôle, Fargo. Il y a plein de choses. J'ai vu le nouveau Knives Out. Ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est la comédie, par exemple, plutôt que le côté whodunit. Mais les pures comédies, comme Y a-t-il un flic, comme ces choses-là, c'est vrai que ouais, j'arrive à entre guillemets, moins les respecter, grosses guillemets, parce qu'en vrai, je les respecte, mais elles me marquent moins personnellement. Pourtant, j'aime bien rire, hein, mais voilà, toutes les comédies ricaines, moi, ça me passe... même les françaises, hein, j'avoue que ça me fait rien du tout, quoi. Enfin, j'essaye, hein, mais ça me fait pas grand-chose, donc c'est un peu... Mais tu les regardes quand même? Ouais, je le regarde parce que les gens en parlent, c'est intéressant, et il faut essayer. Si on n'essaye pas, ça sert à rien. Les comédies romantiques, j'aime bien. Et j'aime bien plus pour le côté romantique que le côté comique aussi. C'est ce genre de truc, quoi. Mais du coup, il faudrait quoi comme ingrédient pour une bonne comédie, selon toi? Je sais pas, parce que moi, l'une de mes préférées, par exemple, je l'avais cité d'ailleurs dans l'ancien épisode qu'on avait fait avec Combini, c'était le Four Lions qui est sorti. C'est une comédie filmée en mode documentaire sur 4 djihadistes un peu losers à Londres. Mais il y a un tournant hyper dramatique dedans quand même, quoi. Donc c'est ça. Et je me demande en fait s'il n'y a pas un truc par rapport aux comédies qui font qu'elles doivent devenir dramatiques pour que je les aime, et que j'ai un peu plus de mépris sans le vouloir par rapport aux pures comédies où là ça fait que rigoler tout le long, quoi. Y a-t-il un flic, c'est bien, mais ça fait que rigoler tout le long. Four Lions, plus t'avances, plus c'est trop triste ce qui se passe, quoi. Et tu préfères dire les titres des films en VO qu'en VF? Non, les titres, je m'en fiche par rapport à la VO et la VF. Film de James Gunn aussi qui était sorti, la comédie de super-héros, qui avait un nom un peu similaire, je crois. Donc j'ai toujours confondu un peu les deux. C'est juste Super, je crois, elle s'appelle. Donc j'avais un peu... c'est pour ça que j'ai envie d'être sûr. Non, les titres, je m'en fiche qu'ils soient en VF. Mais après, voilà, parfois, on me fait la remarque, je dis une bataille après l'autre. Parfois, je vais dire one battle after another. C'est juste une question de ce qui sort en premier de ma tête, quoi. Non, les titres, ça va. Le reste, en VF, non. Mais les titres, ouais, c'est cool. Donc typiquement... vous avez pris le seul contre-exemple valable. Vous avez fait exprès. Non mais typiquement, ça c'est le genre de film, l'animation, je m'en fiche si c'est en VF ou en VO, mais ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a quand même, le but de la VO, c'est de respecter l'ambition de l'auteur, du réalisateur derrière. Quand Sergio Leone, il fait des films, qui soit dans les 2 langues que lui, il a choisi, sur lesquelles il a travaillé, en fait, on s'en fiche comment tu le regardes. C'est surtout le respect de l'auteur. Là, est-ce qu'il y a vraiment un auteur derrière un film Mario?
moi je considère que pas trop, quoi. C'est un film de commande, ils ont pris côté States Chris Pratt, et là ils ont pris des vrais doubleurs en France. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence, peu importe comment on le regarde. Mais même un Ghibli, par exemple, je trouve que c'est dommage de le voir en une autre langue. Si on peut lire évidemment des sous-titres et des choses comme ça, hein, parce que il y a un côté immersion. Moi, je trouve ça bizarre de regarder un film comme Parasite en français. Le but de Parasite, c'est quand même aussi une plongée dans la culture coréenne. T'as pas envie d'entendre du français, quoi. T'as envie d'être immergé. T'as envie de savoir avec quoi il a joué Bong Joon-ho, avec ses acteurs, comment il a choisi de dire certaines choses. Et je pense que la voix, c'est la grande partie du travail d'un acteur, quoi. C'est tellement important. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent pas regarder en VO, je comprends, et ok, ça on parle pas d'eux en général quand on a ce débat-là, mais si on peut regarder en VO, c'est mieux, quoi. On s'habitue, en 2 films, on s'est habitué à lire des sous-titres, ça devient automatique, sauf si on a des problèmes. Si la VO était disponible pour tout le monde, je dirais rien, parce qu'en fait tout le monde a le choix, c'est ok. En fait, les gens n'ont pas le choix. Je crois que c'est 33% des cinémas qui proposent une séance VO tous les jours en France. Je crois que c'est tous les jours, si c'est pas toutes les semaines, je sais plus exactement. Donc c'est pas assez. Et en fait, c'est tout un cycle qu'on a créé par rapport au fait que, en grandissant, on a de la VF partout. À la télé, maintenant sur les plateformes de streaming, quand on fait un compte, c'est en VF automatiquement. Pour changer, je me rappelle à l'époque sur la télé, fallait dans les options et tout. Et moi, je suis à moitié roumain et tunisien, et quand on allait en Roumanie l'été, il n'y a pas de version roumaine là-bas. Moi, j'en parle souvent parce que oui, en effet, moi, j'en reçois des messages de gens tous les jours qui me disent bah, j'ai envie de voir tel film, même les gros films en plus. Hein. Il n'y a pas une séance en VO, alors c'est à 14h, quoi, un jeudi. Mais en fait, les gens, ils travaillent, ils vont à l'école, à la fac, des choses comme ça, donc ils peuvent même pas y aller, et ils sont obligés de faire parfois 30 km, voire plus. Il n'y a plus de VO, quoi. C'est terminé. Ou il y a peut-être une séance de temps en temps, quoi. Et c'est dommage. En fait, les gens, ils devraient pas faire 50 km pour regarder un film dans sa version originale, quoi. Je trouve ça triste. C'est dommage. Faudrait au moins une bonne, je vais pas en demander 5 ou 50-50, hein, mais une bonne séance en VO. Mais encore une fois, vu qu'on a tellement façonné la manière de consommer des gens par rapport à la VF et les redécouvrir, c'est trop bien. Même des films comme ça, c'est mieux en VO, quoi. C'est beaucoup mieux. Et parce que, voilà, ils étaient sur place, c'est Nolan qui a décidé, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fonctionne. Did it work? I think it might have. Ouais, mais après, tu veux briser un cycle, mais tu peux briser un métier aussi. Tout un métier de comédien et comédienne de doublage. Mais en fait, moi, c'est un peu une exception culturelle en France quand même, et les gens sont très attachés aux voix des comédiens de doublage et comédiennes de doublage. Ce que je trouve pas spécialement normal, à titre personnel, je veux dire, c'est ok hein, d'avoir cette attache, et il y a un grand lobby du doublage en France, c'est évident, avec beaucoup de doubleurs qui sont influenceurs et des choses comme ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est un métier difficile qui paie pas forcément beaucoup, mais en même temps, enfin moi j'en ai marre d'entendre, alors que je consomme même pas de VF, les mêmes voix partout, avec des clips, des extraits, les pubs et tout. Et en fait, on ne demande pas d'effacer juste leur existence, c'est une question d'avoir 1 ou 2 séances VO, faut aller au moins par semaine dans tous les cinémas, quoi. C'est ça aussi. Et je sais que la majorité des gens vont en salle, ils s'en fichent. Vraiment. D'ailleurs, ils préfèrent la VF, la grande majorité. Mais il y a des gens qui aimeraient juste essayer, quoi. Donc je pense que juste avoir une séance de temps en temps, ça serait trop bien. Ça serait même, pour moi, ça devrait être obligatoire, quoi. À tester, hein, mais bon, faut habituer les gens. Et je pense qu'à force, ils iraient. Et c'est ça aussi que je fais sur les réseaux, à motiver les gens à aller voir des films dans leur version originale. Parce que c'est important, ils vont redécouvrir le cinéma. Il y a plein de gens, et en plus, je peux en parler pendant des heures, hein, mais en gros, même, pour moi, il y a un facteur flemme qui est énorme, parce que quand tu regardes un film en VF, t'es même pas dans l'œuvre de manière générale. C'est souvent à la maison, quand tu peux sortir ton téléphone, faire autre chose, parce que t'entends la voix. Au moins, quand t'es en VO, t'es obligé de te concentrer, quoi. Et ça, il y a plein de gens qui me disent j'ai aimé, pas aimé tel film, et je sais que parfois ils se sont pas concentrés, ils étaient pas dedans, ou alors ils l'ont vu en VF, et c'est pas la même chose. Et il y a une différence, c'est pour ça que je dis aux gens d'aller au cinéma aussi. Au cinéma, au moins vous avez pas le choix. Il n'y a pas votre téléphone, il n'y a pas les gens, vous allez juste vivre l'expérience. Après, le cinéma, c'est un coût et c'est quand même une sortie culturelle qui prend du temps, de l'argent, et c'est un investissement. Et je comprends, moi, que tu prennes une séance en VF parce que ça va être ta sortie du mois ou de la semaine, et que du coup, t'as pas forcément envie de te prendre la tête, et que déjà l'acte d'aller au cinéma, je trouve ça déjà super, il faudrait l'encourager. Peu importe que tu vois le film en VO ou en VF, l'essentiel, c'est que tu découvres un film. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je pense que c'est bien de découvrir des films, mais ça serait bien de découvrir la meilleure version du film. Et elle est disponible. C'est pas comme si elle était pas disponible. Elle existe. Elle est là. Allez juste la voir, quoi. Ah, mais ça, c'est une tech de puriste. Non, c'est pas une question de puriste. C'est une question juste, c'est le b.a.-ba, quoi. C'est normal. C'est une tech de puriste, peut-être parce que justement, il y en a pas assez. Mais c'est juste une tech normale de se dire, en fait, il faut aller voir la bonne version du film, même si la majorité des gens ils vont pour le divertissement, c'est leur sortie mensuelle. Je vais pas demander à des familles avec des gosses d'aller voir un film en VO, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que si on va au cinéma, surtout les gens qui y vont seuls ou qui vont entre potes et tout, mais pourquoi j'essaierais pas de voir la meilleure version? C'est surtout ça. Je veux pas que d'un coup il y ait plus de VF ou qu'il y ait que de la VO.
un petit peu, mais c'est en rigolant, mais en gros, s'il y a le choix entre 2 séances à la même heure, prenez la VO, essayez. Et à force, vous allez me remercier déjà, mais surtout, vous allez vous habituer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le cinéma, je pense que moi, ça ralentit les gens qui regardent tout le temps que la VF par habitude, ça les ralentit dans une passion qu'ils pourraient développer et adorer. Ils vont dépenser 15 € au cinéma. Bah, autant voir la bonne version, quoi. Je sais pas, autant pas voir la version au rabais, autant voir la version la plus adéquate possible et qui risque de plus faire plaisir aux gens, quoi. La version au rabais. C'est une version au rabais, je suis désolé. C'est une version tronquée, mais les doubleurs vous diront ça aussi. Ils savent que c'est la version qui trahit, mais ils essaient de trahir le moins possible. Moi, j'en ai parlé avec des doubleurs souvent. Ils savent ce qu'ils font. Enfin, je dis ça comme si c'était des criminels, mais c'est pas leur faute. C'est un métier, je comprends. Mais ils savent ce qu'ils font. Et en même temps, bah, ils essaient de trahir le moins possible. Et c'est ok. Mais pourquoi trahir tout court quand on peut avoir la VO disponible? Mais il faut qu'elle soit disponible aussi, quoi. C'est ça qui est dur. Donc du coup, en VO, tu préfères Interstellar en VO? Même si tu l'aimes pas trop, ce film. VO. Non, j'adore Interstellar. Murphy still grabs his car. Mais c'est vrai qu'on a remarqué avec plein d'amis influenceurs ou même profs de cinéma ou réal ou scénaristes qui avaient un peu une anomalie ces dernières années. Donc j'en ai fait un fer de lance entre guillemets de mon contenu. Pour la blague, c'est même pas moi qui ai créé cette blague, c'est juste qu'en fait, à force de réagir à des top 10, surtout d'hommes de mon âge ou un peu plus jeunes, c'est le film qui revenait tout le temps, quoi. Bizarre. C'est bizarre que ce soit le film qui revienne tout le temps. Et voilà, vous allez dans une classe de cinéma. Moi, j'ai des anecdotes d'amis qui étaient profs. Ils m'ont dit, bah, en fait, quand je demande le film préféré aux hommes, la moitié, c'est Interstellar. Après, bon, on peut débattre sur pourquoi, parce que c'est à la fois un blockbuster généreux, que moi j'aime, hein, pour le coup. En salle, c'est super à regarder, même à la maison d'ailleurs. Nolan, il est très fort pour les expériences sensorielles. Quand on creuse, c'est un petit peu vide, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le cinéma, ça se ressent aussi. Et Interstellar, c'est un film qui se ressent. Même Tenet, c'est un film, littéralement, il te dit de pas réfléchir et juste de ressentir. Et Interstellar et le cinéma de Nolan, c'est des films qui se ressentent beaucoup pour la vibe. Et c'est bien, c'est une bonne chose aussi. Le seul truc, c'est que moi, je pense qu'Interstellar, il est beaucoup apprécié par des jeunes hommes parce que c'est un truc générationnel. C'est un film qui est arrivé quand eux, ils avaient 12, 13, 14 ans, génération 2000, on va dire, ou même ma génération. Donc, ils découvrent un peu le cinéma comme moi, j'ai découvert avec History of Violence avec un film comme ça. Et c'est trop bien si ça les motive à regarder des films. Mais je pense qu'il y a mieux, forcément. Mais surtout, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mais il faut aller au-delà. Et je pense que c'est intéressant de s'intéresser à d'autres choses. Et quand on voit en général les tops, parce que bon, je charriais les gens par rapport à ça, mais en fait je m'en fiche, mais quand on voit les tops des gens, Interstellar, c'est le film le plus intéressant de leur liste. C'est un peu dommage parce que c'est souvent des gens qui se prétendent même cinéphiles ou qui sont fans et c'est ok, il n'y a pas de souci. Juste, ça serait bien de s'intéresser à plus de choses. Et ouais, c'est un peu une anomalie générationnelle parce que c'est le blockbuster un peu faussement intelligent, philosophique. Et je pense que les gens, il y a ce truc aussi peut-être un peu social de se dire, j'ai pas envie de dire un truc un peu à la con. Entre guillemets, hein. J'ai pas envie que les gens me jugent sur mon film préféré, alors qu'en fait, moi je juge, mais c'est pour rigoler, mais on s'en fiche. Et limite, je préfère des gens qui me disent, bah, je préfère le Batman de Nolan, que moi je trouve être un meilleur film, que ça, juste parce que potentiellement, c'est pas un film bête, quoi. C'est ok d'aimer des films bêtes, premièrement, et deuxièmement, c'est juste, celui-ci, il est tombé, celui-ci et Shutter Island, générationnel, les deux. Voilà, les deux, c'est quoi, 2013, la même année, je crois, ou 2014, je sais plus, ils sont sortis quasiment au même moment, et ces deux films que je trouve déjà pas au niveau de leur réal, que ce soit Nolan ou Scorsese, enfin ils sont bien, hein, mais ils sont pas au niveau, et qui ont marqué une génération d'hommes. Ça, il est jamais dans le top des femmes, par exemple. Donc c'est particulier de s'intéresser à ça. Et c'est pour ça, parce que moi je suis un homme de cette génération aussi, et je trouve ça intéressant et fascinant que c'est marqué autant une génération. Maintenant, j'en entends moins parler, parce que depuis que je clash les gens sur ça, après bon, c'est un bon film, et moi s'il repasse en IMAX 70 mm un jour, j'y vais, hein, sans hésiter. Parce que Nolan, moi j'aime beaucoup aussi, c'est aussi des films, si on réfléchit beaucoup à ce qui se passe, peut-être on peut être déçu, peut-être on peut dire que c'est abusé, mais je veux dire, on ressent des choses par l'expérience sensorielle. Et le cinéma, il y a des films, pas forcément Interstellar ici, mais si je prends juste celui-ci, Les Feux Sauvages, la première partie de ce film-là, c'est 1 heure, juste en mode limite documentaire, sur la Chine de la transition aux années 90 et aux années 2000. Il n'y a pas d'histoire, entre guillemets. Enfin, on comprend ce qui se passe, mais c'est purement sensoriel. Et c'est magnifique aussi, c'est génial. Le cinéma, ça se comprend, ça s'analyse, ça s'étudie, mais ça se ressent aussi. Et je pense que c'est sous-côté le fait de ressentir les films. Parfois, on aime des films juste parce qu'on ressent des choses. À côté, il y a Black Dog, 2 films sortis cette année. Ça, pour le coup, c'est beaucoup plus focus sur l'histoire.
Bon, même un peu idée de la Chine, l'évolution du pays sur 20 ans à peu près là, un peu moins. Là, c'est les JO. Et là, c'est littéralement la Chine des années 90 aux années Covid. Donc, c'est deux films qui racontent des choses similaires. Mais là, c'est beaucoup plus focus sur l'intrigue entre un homme et un chien. Et là, c'est plus le côté quête d'une femme pour l'amour, une communauté, et le côté documentaire qui est lunaire au début. Enfin, il y a 1 heure, c'est un documentaire presque. Et c'est génial. Et il y a des films, en fait, il faut juste se mettre devant. Il y a ces deux-là aussi que j'adore, pour le coup, qui sont sortis récemment. Ça, c'est Au cœur des volcans. Je voulais conseiller un documentaire aussi, c'est Herzog. Et ça, il y a des séquences où on montre juste des volcans en éruption pendant des minutes et des minutes, et il se passe rien. Mais on ressent tellement de choses et on comprend ce qu'il voulait dire par ça. Et Herzog, il est très fort par rapport à ça, d'ailleurs, que ce soit dans sa fiction ou ses documentaires. Et celui-ci, c'est un bon exemple parce que il y a une séquence de volcans, mais enfin, t'hallucines, tu te dis, mais est-ce que ça existe déjà? On dirait que c'est faux, et c'est magnifique. Et ça, c'est purement sensoriel. Bon, il y a une histoire évidemment du couple et tout ensemble, mais c'est sensoriel. Et ça, c'est encore plus peut-être sensoriel entre guillemets. En plus, moi, ça me touche parce que je suis vegan, du coup, c'est littéralement, allez, 1h50 sur les 2 heures, c'est dans l'arène, quoi. Et c'est fascinant à regarder. Il est vu de manière très péjorative, cet homme, mais en même temps, il est fascinant. C'est ça qui est dur. Et on voit des animaux se faire tuer de manière très violente pendant 2 heures, hein, donc c'est difficile. Mais même en tant que vegan, c'est une œuvre d'art. Quand on s'intéresse au cinéma, on regarde un film pour l'histoire. On regarde un film pour l'histoire et pas pour la mise en scène. C'est normal parce qu'on débute. Mais ce qui est intéressant dans un film, c'est la mise en scène. C'est pour ça que pour moi, Harry Potter le 3, c'est le meilleur de la saga et de tous les films du Potterverse. Turn to page 394. Mais pour le coup, elle avait raison sur cette histoire-là. Et moi, j'adore parce que peut-être en termes de scénario, c'est pas le truc le plus intéressant, mais en termes de mise en scène, il crée une ambiance, il arrive à faire jouer des acteurs pour créer une alchimie, il crée quelque chose d'à la fois sombre, mais avec plein d'idées, il est horrifique, et en même temps, il est beau, il est touchant, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent souvent « Ah bah tiens, tel film, il est juste beau, ou l'histoire est un peu nulle », je fais « Ok, mais genre... » L'idée, c'est aussi la mise en scène, quoi. Avatar, moi, je suis un grand défenseur d'Avatar, mais il y a des gens qui disent constamment que c'est Pocahontas, c'est la même histoire en boucle et tout. The Tree of Voices. Bon, ils vont jamais dire ça sur un Dune qui est Laurence d'Arabie, par exemple. C'est la même histoire que Laurence d'Arabie, mais c'est sur Arrakis. Ok, c'est une histoire qu'on a vue 1000 fois. Mais il y a un travail qui est fait sur... D'après moi, la mise en scène, sur l'immersion dans ce monde, sur tout ce travail-là par rapport à l'univers qu'il veut créer, aux personnages, et la technologie, parce qu'on dit « Ah, c'est beau, mais c'est tout ». En fait, la technologie, elle sert à développer l'histoire de cette famille. C'est pour ça que je préfère le 2 d'ailleurs au premier, c'est que là, on est passé d'un homme qui un peu classique, qui tombe amoureux de cet univers. Ce qui est intéressant, parce que dans Pandora, c'est très beau. Là où Laurence d'Arabie, il y a rien, il y a le désert. Bon, c'est très beau le désert, hein, mais c'est qu'il y a un truc où ils tombent amoureux du désert, ils font la remarque dans le film, mais là, ils tombent amoureux d'un beau monde, mais en même temps, là, c'est un mauvais père. Et tout le côté technologique, il est montré, mis en avant pour littéralement développer cette famille, leurs relations, et c'est généreux en termes de blockbuster. En fait, personne fait mieux, quoi. Moi, j'ai pas compris la première fois que j'ai vu Mulholland Drive. Enfin, Inland Empire, c'est pire, mais ça, j'ai rien compris la première fois que je l'ai vu. Mulholland Drive. Mulholland Drive. Je l'ai vu, j'ai regardé, je me suis dit ok, mais j'ai senti quelque chose. Et c'est ça qui est important. Parfois, on voit des trucs et on va se dire ok, j'ai envie d'analyser, comprendre. Parfois, c'est ok de pas comprendre. C'est pas le plus dur à comprendre en plus, mais c'est juste de se dire ok, j'étais pas forcément la personne la plus à fond dans les thématiques, dans les idées, mais j'ai ressenti un truc par le montage, par la musique au bon moment, par ce regard d'une actrice, par ce plan, par ce jumpscare par exemple, toutes ces choses-là. Et parfois on aime des choses juste parce qu'elles nous font ressortir quelque chose, et ça c'est un film que j'ai vu 2 fois, il est repassé en salle il y a pas longtemps en plus, après la mort de David Lynch, et il y a encore des choses que je capte pas peut-être à 100%, et j'ai même pas envie de m'y intéresser. Parce que j'ai toujours pas fait de vidéo dessus en détail, mais je sais même pas si j'ai envie de décortiquer. Après il y a des films aussi où... Quand on parle d'incompréhension, il y a des films qui sont pas repris, mais qui se font approprier par une compréhension qui est totalement inverse à ce que l'auteur ou l'autrice a voulu faire ressentir. Des films comme American Psycho, Fight Club, voilà, des films qui sont repris comme ça. Ouais, c'est tout le problème, c'est-à-dire que je crois que c'est Lily Wachowski qui en parlait récemment. Elle a fait une interview en parlant de Matrix, le Red Pill, Blue Pill. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland.
Ça vient, ça a été réapproprié par la communauté mascu, extrême droite. Quand t'es red pill, t'es éveillé, tu vois le monde. Sauf que Matrix, c'est 2 femmes trans qui l'ont réalisé. Ça parle pas du tout de ça, d'être mascu. American Psycho, alors je crois que c'est un homme gay qui a écrit le livre et une femme qui l'a réalisé. C'était pour se moquer de ces finance bros des années 80. Et puis le mec, c'est un tueur en série dans le film. I killed Paul Allen with an axe in the face. His body is dissolving in a bathtub in Hell's Kitchen. En fait, oui, il s'arrête au début. American History X, moi j'avais fait une critique à l'époque, et je disais dans ma critique, il y a un moment, un speech d'Edward Norton, qui est le speech utilisé par tous les politiques d'extrême droite aujourd'hui, les immigrés qui volent leur travail, des choses comme ça. Et il y a des gens qui s'arrêtent à ça. Le mec, il a pas du tout le bon avis, et le but de l'histoire, c'est qu'à la fin, il change d'avis, quoi. Et c'est intéressant parce que justement, moi je dis toujours, il faut accueillir les gens qui changent d'avis, dont des nazis comme lui, quoi. Il a purgé sa peine, des choses comme ça. Mais les gens, ils s'arrêtent, ils s'approprient des idées. Et je pense qu'il y a un vrai problème par rapport à l'appropriation d'idées politiques, c'est-à-dire que les gens n'acceptent que l'idéologie politique qu'ils veulent soumettre au film de manière générale. American Psycho, ils vont aimer le côté, le mec il est propre, il est beau, ils n'arrivent pas à déconstruire l'image. Fight Club, c'est ça. Brad Pitt, c'est toute la critique. C'est l'imaginaire d'un homme qui veut être meilleur, mais du coup il s'est créé une persona qui fait que maintenant il est beau. Maintenant, il est charismatique. Maintenant, il arrête d'acheter du Ikea, des choses comme ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. Mais justement, c'est pas bien. C'est qu'il devrait pas passer par ça pour être une meilleure personne, quoi. Et c'est ça que ces œuvres critiquent. Et justement, Wachowski disait, je crois que c'est Lee, encore une fois, et elle disait que c'est triste, et c'est un symbole aussi de la montée du fascisme dans le monde, que des gens qui sont pas du tout du même bord politique que l'œuvre, en plus, enfin, Wachowski, elle peut littéralement dire à haute voix, mon film il parle de ça, les gens vont pas l'écouter. Parce qu'en fait, ils ont une aversion à l'art, et l'art c'est un ennemi culturel pour ces gens-là. Parce que pour eux, l'art va pas dans leur sens, du coup ils se rapproprient des codes de l'art, ils se rapproprient des icônes, des images pour eux, alors qu'en fait, ils vont pas dans leur sens. Et c'est un danger aussi. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler aux gens certaines choses par rapport au film qu'ils regardent, quoi. Et la compréhension, elle est importante, mais normalement, quand on finit American Psycho, désolé, on n'est pas du côté du protagoniste. C'est un tueur en série complètement fou, quoi. On n'est pas censé être en phase avec ça. Fight Club, ça finit pas bien, entre guillemets. Il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a plein de films comme ça qui se réapproprient. Matrix, c'est complètement l'inverse. Et faut faire un peu attention à ça aussi, quoi. Et il faut lutter contre ça. Il y a des gens qui préfèrent ignorer. Mais moi, je pense que c'est important de lutter, de rappeler. Loup de Wall Street, c'est un bon exemple aussi. Terrorists! Now let's knock this motherfucker out of the park! Mais Wall Street, c'est un peu compliqué parce que il est montré comme quelqu'un qui fait des choses illégales, mais c'est compliqué de les comprendre. Du coup, ça fait vraiment la vie d'hommes riches qui kiffent, qui adorent, drogue, femmes et tout, qui vend du rêve. En plus, la vraie personne, Jordan Belfort, il fait des conférences, des trucs, du coup, il revend l'idée. Mais c'est un peu ce débat sur le cinéma. Ok, tu montres une chose qui est pas bien, mais quand même, dans Edward Norton, dans American History X, il est hyper charismatique, en fait. Donc on a envie de lui ressembler un petit peu, pas pour le côté nazi, mais il dégage un truc. Et c'est tout le débat qu'il y a sur les films de guerre à chaque fois. En fait, est-ce qu'on peut montrer un film de guerre? Est-ce que ça serait pas le mettre en avant la guerre juste par le fait de la montrer comme stylée, comme impressionnante? Donc c'est un débat éternel, évidemment. Hein. Moi, je pense qu'on peut montrer des choses dramatiques et dures, mais il faut essayer de les comprendre. Enfin, je sais pas, quand je regarde Apocalypse Now ou Requiem pour un massacre, je me dis pas la guerre c'est trop bien, quoi. Mais c'est aussi très stylé. C'est ça le truc. Et c'est ça le problème, quoi. C'est qu'on ressent cette sensation de dire c'est vrai que c'est incroyable, et en même temps, c'est le pouvoir des images, c'est pas bien. Le pouvoir du cinéma, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de films sur la Palestine en ce moment, c'est pour ça qu'on voit plein de films politiques, parce qu'ils veulent dégager ces images importantes pour montrer ce qui se passe, et en même temps, créer une force par rapport à ça. Je sais pas si le cinéma peut changer le monde, mais il peut changer certaines mentalités, et ça, c'est déjà pas mal, quoi. Ouais, donc le ressenti et la compréhension sont quand même étroitement liés. Il y a des films que moi j'aime bien, qui idéologiquement sont pas du tout dans mes valeurs. Donc ça qui est intéressant aussi. On peut élargir le débat au est-ce qu'on peut aimer des films de réalisateurs inconnus. Tu vois, on parle, moi je pense que si on prend l'exemple de Polanski, moi je pense qu'il faut pas soutenir ses films, mais il a quand même une filmographie incroyable. Mais en fait, moi je pense qu'on peut apprécier les œuvres de quelqu'un sans séparer l'homme et l'artiste. L'artiste et l'homme horrible, mais les films, malheureusement, entre guillemets, ils prennent une autre vie, quoi. Ils vont au-delà de la personne qui l'a créé, et moi je pense que c'est ok moralement d'adorer Chinatown ou Le Locataire ou Rosemary's Babies sans encenser, sans mettre en avant Polanski, parce que ce qui est créé via plein de choses différentes, les outils du metteur en scène sont belles, et on doit comprendre certaines choses, que le réalisateur est problématique, que idéologiquement un film peut être problématique, et on peut apprécier le côté purement artistique de la chose. Mais ça dépend comment on le met en avant. Si c'est dans la sphère du privé,
Ok, pourquoi pas, si ça va pas influencer notre vie pour faire des choix de vote ou des trucs horribles, ok. Et si maintenant on en parle constamment, si on fait 20 vidéos sur Polanski, bon, c'est particulier quoi. Donc il y a ce truc aussi, donc faut faire attention de la manière dont on parle, mais faut pas bannir constamment les gens qui aiment des choses entre guillemets problématiques quoi. Parce que parfois la proposition artistique elle va au-delà de peut-être le contexte du film, mais il faut les comprendre aussi ce contexte-là. Il y avait un film qui était sorti, qui a gagné l'Oscar l'année dernière, No Other Land, le documentaire sur ce qui se passe avec les colons israéliens en Palestine. Je veux dire, c'est des choses qui sont difficiles à regarder, des gens vont pas être d'accord avec ça. Pourtant, la proposition artistique en tant que documentaire, elle est hyper intéressante sur ce que le film raconte et la direction dans laquelle ça va. Donc faut apprécier les choses et les accepter pour plein de raisons différentes. Moi j'adore American History X, pour le coup. J'aime bien American Psycho aussi, c'est sympa comme film. Pourtant, moi je suis d'accord avec l'idée du film, parce que je m'arrête pas aussi au début quoi. Je pense qu'il y a un truc entre la compréhension idéologique, politique, et en même temps la compréhension sensorielle, esthétique de l'œuvre. Je pense que c'est différent. Et c'est dur de faire la différence, mais on apprend quoi. On apprend, on essaie d'apprécier les films aussi comme ça quoi. Mais sans être dans le déni quoi. Non, carrément, les films d'horreur, ça c'est mon film d'horreur préféré de tous les temps, je le dis souvent, The Thing, de Carpenter, l'un des maîtres de l'horreur. Clear. Ça, c'est un film qui est dur à conseiller aujourd'hui. On parlait d'accessibilité tout à l'heure, mais ça, il est dur à conseiller parce que moi, je l'ai conseillé récemment et je vois plein de gens me dire c'est long, c'est lent aussi, il se passe pas grand-chose et tout. Alors que moi, lorsque je l'ai vu, je sais pas, ça dure combien de temps, 2 heures, je crois, en termes de tension, moi, j'en pouvais plus, quoi. Et c'est une horreur plus atmosphérique que j'aime beaucoup. Il y a ce terme qui revient souvent de elevated horror, que moi, je trouve complètement bullshit, qui est ridicule, et je trouve qu'il crée un vrai mépris par rapport à l'horreur, parce que est-ce que ça, c'est l'elevated horror ? C'est un mec avec une tronçonneuse dans une baraque où il y a des os, du sang partout. Pourtant, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps, quoi. Enfin, en termes d'horreur, en tout cas, c'est l'un des meilleurs. Parce que ce qu'il crée avec genre 0 budget, sous les $10 000, je crois, à l'époque. Est-ce qu'il y en a un qui est plus elevated que l'autre ? Bah, c'est le côté un peu A24. A24 qui ont détruit le marché de l'horreur, entre guillemets, avec ce terme. Ah, mais regardez, vous avez des films d'elevated horror, c'est des vrais films parce qu'ils sont atmosphériques, parce que il y a un truc un peu long par rapport à ça. C'est des slow burn, ils appellent ça maintenant, avec des films comme Hérédité et tout. Pourtant, j'adore Hérédité. Mais ils font un marketing qui crée du mépris par rapport aux films d'horreur qui sont peut-être un peu plus gore ou peut-être un peu plus tape à l'œil. Je veux dire, L'Exorciste, c'est aussi l'un des meilleurs all-time, c'est sûr, mais il y a des moments qui sont juste dégueulasses, quoi. Mais c'est le but. Substance aussi, il y a des moments qui sont juste crades. C'est du body horror, c'est un peu normal. Mais est-ce que c'est moins bien qu'un truc où c'est en slow burn, comme, je sais pas, Lamb en Islande, d'A24 aussi, je crois ? Non, en fait, c'est juste différent. Et j'adore les films d'horreur, ça dépend. Moi, je suis moins fan des films à la Insidious pour le coup, parce que c'est plus basé sur les jumpscares, et moi, les jumpscares, ça me fait rien du tout, pour le coup. Come back, get the hell away from me! Bah là, ça me fait des trucs. Parce qu'il y a un build-up, il y a une tension qui fait que ça vient au jumpscare, ça te surprend, c'est efficace. Mais des films comme les Conjuring et tout, surtout depuis que James Wan il fait plus Conjuring, en fait, c'est des montagnes russes de bruit, de son, de jumpscare. Et en salle, c'est super drôle à voir, parce que du coup, les gens sont à fond. Par contre, c'est insupportable, quoi. En termes de film, je trouve que c'est irregardable. Mais c'est ça aussi l'intérêt, quoi. C'est que, genre de Descent, ça joue beaucoup de jumpscare et c'est pas un grand film, mais j'aime beaucoup l'ambiance et le truc un peu spéléologie, c'est particulier. Il y a des trucs comme ça qui sont cool, quoi. Toi, dans ton rapport aux réseaux sociaux, avec ce que tu fais, les films que tu parles, les réactions que tu fais aussi des goûts des gens sur le cinéma, est-ce que parfois tu te poses des questions quand même sur ce que tu fais, sur ton rapport aux réseaux sociaux, sur comment tu gères ça, comment tu réponds aux gens, enfin... Ouais, en fait, de plus en plus, parce que moi, ça fait hyper longtemps que je fais des vidéos sur YouTube qui parlent de films. Donc voilà, il y a sur YouTube, c'est des gens qui s'intéressent un peu au cinéma, qui vont s'intéresser à l'actualité, des choses comme ça. Le monde d'Instagram Reels et TikTok est complètement différent, il est nouveau parce que c'est des gens qui tombent sur ton contenu sans s'intéresser au cinéma. Et ça qui est la force de la chose, c'est que tu peux intéresser des gens au cinéma sans qu'eux s'intéressent de base. Et ça, pareil, je reçois des messages tous les jours de ça. Mais en même temps, les gens comprennent pas forcément le personnage, surtout sur les réseaux courts où je suis plus en mode comédie pour attirer les gens vers les films. Et en même temps, le truc où parfois des réactions, les gens ils aiment pas. C'est pour ça maintenant je fais attention à qui je réagis, comment,
Mais il y a des gens qui veulent être jugés aussi, quoi. Donc ça qui est rigolo. Donc ouais, faut faire c'est un truc un peu progressif où on apprend, on évolue. Et vu que c'est des technologies qui apparaissent, TikTok, pour parler de cinéma, c'est tout nouveau, quoi. Ça a 5 ans. Et la majorité de mon travail, c'est pour faire les critiques YouTube et les vidéos d'actualité YouTube et des choses comme ça. Les TikTok, j'expédie assez vite. Pourtant, c'est ce qui a le plus gros impact en termes de chiffres. Donc c'est particulier, quoi. Mais le but, moi je dis toujours, peu importe, c'est de regarder des films, quoi. Tu sais quel film tu dois regarder maintenant? L'Enrose d'Arabie. Mini